Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview. Nous aurons le plaisir de recevoir avec Sybille Aoudjan Vanessa Vido, présidente et fondatrice de WITART. Nous tenterons de comprendre ensemble comment valoriser une collection d'œuvres d'art. Et puis enfin, dans la troisième partie de cette émission, dans Enjeux Patrimoine, nous aurons le plaisir d'être en duplex depuis l'Espagne avec Nicolas Seignol, directeur d'Equance en Espagne, pour comprendre l'incidence de l'expatriation sur la fiscalité de vos investissements immobiliers. C'est tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous hebdomadaire de Smart Patrimoine dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. C'est parti pour donc les actualités hebdomadaires dans le monde de l'art et on recommence avec l'actualité des maisons de vente. Oui, c'est Art Curial qui s'implante en Suisse avec l'acquisition de la maison de vente aux enchères Börre Bailly Widmer Auktionen. Alors l'année dernière, en 2022, Art Curial a fêté ses 20 ans et aussi le plus grand chiffre d'affaires, le plus élevé chiffre d'affaires qu'ils ont jamais réalisé dans leur histoire, un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros. Elle se situe ainsi en troisième position parmi les maisons de vente aux enchères les plus dynamiques en France, après Christie's et Sotheby's. Art Curial profite donc de ces bons résultats pour poursuivre son développement. Jusqu'à présent, Art Curial possède 3 lieux de vente à Paris, Monaco et Marrakech et possède plusieurs bureaux en Belgique, Italie, Allemagne, Autriche, Espagne. Et 2 acquisitions ont déjà été réalisées dans son histoire, celle de John Taylor pour conforter son département immobilier de luxe et aussi celle d'Arcana qui permet des ventes aux enchères de chevaux. Et alors pourquoi cette étendue en Suisse? Il y a un marché de l'art particulièrement dynamique en Suisse? Alors Nicolas Orlovski, qui est le PDG d'Art Curial, s'est exprimé dans un communiqué. Il précise que les ventes aux enchères sont particulièrement dynamiques au sein de cette zone européenne et surtout très importantes en termes de collectionneurs. Donc ce serait pour ça qu'ils y sont allés. Börre Bailly Widmer Auktionen a été créé en 2011 à Bâle par Nicolas Börre et Emmanuel Bailly. C'est une maison de vente qui est spécialisée dans les ventes de tableaux, œuvres sur papier et sculptures du 19e et 20e siècle. Et désormais, elle change son nom. Elle s'appellera désormais Art Curial Börre Bailly Widmer, mais conservera toute son organisation, tout son fonctionnement actuel. Et la prochaine vente Fine Art aura lieu pendant Art Basel le 21 juin prochain. On continue avec les actualités du monde de l'art. Un manuscrit particulièrement précieux est en vente, Sybille. Oui, alors c'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui lance un appel aux dons pour acquérir, posséder ce précieux manuscrit. On l'appelle le bréviaire à l'usage de la Sainte-Chapelle, un manuscrit enluminé réalisé en 1370 pour le roi de France Charles V. Alors pour comprendre le caractère exceptionnel de ce manuscrit, il faut savoir qu'au XIVe siècle, le roi Charles V a créé et installé une bibliothèque au Louvre. Une bibliothèque, on dit qu'il y avait 1 millier de manuscrits qui y seraient présents. Mais après, à la mort du roi Charles V, la bibliothèque s'appauvrit, elle est même dispersée dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, c'est seulement 185 volumes qui ont été retrouvés et la moitié sont présents à la BNF. C'est le cœur historique des collections de la BNF qui s'exprime dans un communiqué en disant que c'est la première fois depuis 200 ans que la BNF a l'opportunité d'acquérir un manuscrit de la bibliothèque de Charles V. C'est une occasion unique, exprime-t-il. Est-ce qu'on a une idée du montant d'acquisition du manuscrit civil? Oui, alors le montant d'acquisition du bréviaire est fixé à 1,6 million d'euros. Il appartient aujourd'hui à un collectionneur étranger qui ne veut pas dévoiler son identité et la BNF espère réunir le montant avant le 31 décembre 2023. Le don en soutien est bien entendu déductible d'impôt à 66% et le bréviaire, si la BNF réussit à l'acquérir, serait installé à côté des autres manuscrits de cette bibliothèque Charles V sur le site Richelieu qui vient tout juste d'être rénové et d'ouvrir ses portes dernièrement.
Et on finit avec une actualité toujours dans le monde de l'art. On va parler du FBI, puisque à présent, Sybille, tout le monde peut aider le FBI dans sa traque aux œuvres d'art volées. Voilà, c'est une application qui vient juste d'être lancée par le FBI qui permet d'avoir accès à la base de données du National Stolen Art File, NSAF. Donc c'est toute sa base de données de ces œuvres d'art. L'application a été initialement conçue pour les forces de l'ordre et tous les professionnels du secteur, mais n'importe qui peut l'utiliser. Et voilà, en achetant une œuvre d'art, on peut quand même aller regarder dans cette base de données si elle ne s'y trouve pas. Le FBI, voilà, s'en félicite. Ils disent que c'est l'une des plus grandes évolutions de cette base de données pour les rendre encore plus accessibles au public et surtout plus conviviales pour naviguer dans cette base de données. Merci beaucoup Sybille pour ces actualités hebdomadaires du monde de l'art et nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Vanessa Vido. Bonjour Vanessa Vido. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente et fondatrice de WITART. Alors WITART, c'est un cabinet de gestion de patrimoine mais spécialisé dans la valorisation et la gestion de collections d'art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être pour ceux qui nous écoutent, comment on arrive à mélanger les deux finalement, la gestion de patrimoine classique et la valorisation des collections d'art? Absolument. Alors la question est toujours, effectivement, quand on pense gestion de patrimoine, on assimile généralement gestion des actifs financiers, gestion immobilière. Il y a une partie qui, effectivement, est assez importante et conséquente, qui est aussi le patrimoine artistique qui a pu être acquéri par un propriétaire privé. Aujourd'hui, cette partie-là de patrimoine artistique n'est pas ou peu gérée. Donc c'est ce qui m'a effectivement engagée dans cette voie-là. C'est quoi? C'est une poche de diversification en lien plus avec l'appétence des épargnants, des investisseurs, mais qu'on ne gère pas plus que ça derrière, c'est ça? Effectivement. Généralement, dans les collectionnables, tout ce qui va être montres, bijoux et vins vont être finalement mieux conservés, mieux suivis que des tableaux, mieux que les œuvres d'art. Pourquoi? Pour des raisons assez simples, parce que c'est beaucoup plus facilement volable, tout simplement. Bien sûr. Ouais. Et donc les assurances sont un peu plus exigeantes pour les questions de protection de ce type de patrimoine. Il y a comme une sensation de confort de la part des propriétaires parce qu'on a une pièce qui est au mur, parce qu'on a une sculpture qui est dans le jardin. On a l'impression que ces choses-là sont absolument immuables et liées à notre patrimoine et qu'elles ne sont pas sujets soit à convoitise, soit à constituer un patrimoine à part entière. Et en réalité, elles le sont absolument. Et vous avez remarqué, quand vous avez créé votre cabinet, qu'il y avait un manque d'accompagnement à ce niveau-là? Effectivement. Alors, il y a bien sûr, pour les gestions de patrimoine classiques, des cabinets qui sont tout à fait spécialisés sur le sujet, des banques privées. Voilà, donc il y a pléthore d'acteurs sur le marché qui sont effectivement engagés dans cette voie-là. En revanche, pour tout l'accompagnement à proprement dit sur les œuvres d'art, sur les productions art plastique, il y avait un grand vide à cet endroit. Et vous accompagnez quel type de collection? En termes d'art, en termes de taille aussi? Alors en termes d'art, plutôt moderne, contemporain, qui est plutôt donc ma spécialité. Effectivement, en termes de volume, ça peut aller effectivement d'une collection qui est en cours de constitution, donc avec des jeunes collectionneurs qui ont 20, 30, 40, 50 pièces et qui ont vocation à faire grandir cette collection, ou effectivement des volumes beaucoup plus importants, pouvant aller jusqu'à à peu près 7000 œuvres. Parce que vous conseillerez de se tourner vers vous dès la plus petite collection et dès les prémices? Dès la première œuvre? Absolument. Vous savez aujourd'hui que sur le marché de l'art, les questions de provenance, d'attestation d'authenticité des œuvres sont des sujets qui sont de plus en plus importants, évidemment. Que ce soit effectivement dans le cadre d'un achat ou d'une revente dans une galerie, dans une maison de vente. Ce sont aujourd'hui effectivement des documents qui sont demandés aux propriétaires. Le plus tôt on les obtient, le plus tôt on suit la vie de l'œuvre et sa vie administrative, le mieux c'est. Donc effectivement, à partir du moment où on commence à constituer une collection, je conseille très vivement au moins de garder par devers soi à minima les documents et au mieux effectivement de passer par une plateforme comme la mienne de WITART où on peut se loguer en ligne et effectivement intégrer dans la base de données ce type d'informations. Parce que votre mission principale, ça va être qu'est-ce que vous retrouvez, ou alors quelles sont les erreurs les plus commises et là où vous devez venir agir. Alors, les erreurs les plus commises sont effectivement très souvent le manque de documents. Très clairement. Alors, quand il s'agit d'œuvres qui ont été acquises au moment de succession, c'est un petit peu différent parce qu'on peut avoir des facturations qui vont monter jusqu'aux années
jusqu'aux années 40, 30 pour les pièces que j'ai eues en ma possession. Donc on n'a pas forcément une documentation, ce qui est plutôt logique. Pour les acquisitions plus récentes, effectivement, généralement, on arrive à retrouver les facturations ou à demander des duplicata. Et le cas assez classique, finalement, qui est quand les collectionneurs ont une relation avec les artistes, qui est souvent le cas, des cadeaux offerts tout simplement par les artistes pour lesquels, évidemment, les collectionneurs n'ont absolument aucun justificatif administratif. Et ça peut être compliqué quand on est propriétaire de l'œuvre alors qu'on nous l'a offert parce qu'on n'a aucun moyen de prouver qu'on est propriétaire de l'œuvre. D'accord, ok. À ce moment-là, il n'y a absolument aucun titre de propriété. Donc on a connu Picasso de son vivant, il nous a offert un petit dessin, mais finalement, on n'a aucun moyen de prouver qu'on est réellement propriétaire du dessin. Exactement. Donc moi, je conseille et j'accompagne mes collectionneurs en ce sens-là, qui est... Voilà, tout simplement de faire un document de don pour une œuvre X ou Y, mais effectivement au moins qu'il y ait une traçabilité quelconque quand l'artiste est encore vivant, évidemment. Pour Picasso, ce sera un peu plus compliqué. Ouais. Mais ce sera votre rôle alors d'aller chercher, faire les enquêtes pour retrouver les documents originaux ? Il y a effectivement une partie d'enquête à proprement dit pour à la fois la recherche de documents, la recherche de provenance également, qui sont des parties qui sont absolument passionnantes, évidemment. Et l'idée de pouvoir constituer pour chaque œuvre toute son histoire, finalement. Et alors, en préparant l'interview, vous m'avez expliqué que vous aviez conçu un logiciel qui est propre à votre cabinet. Est-ce que les personnes sont assez ouvertes pour se tourner vers un logiciel en ligne ? Comment vous faites pour les attirer ? Est-ce que leur est très utile ? Alors effectivement, le logiciel, donc c'est un logiciel de gestion de données qui permet d'intégrer soi-même les informations sur les collectionnables, sur les pièces qu'on a dans notre collection. Il y a eu un frein, très clairement. Moi, j'ai ouvert la société en 2017. Il y a eu un frein par rapport à la confidentialité des informations qui pouvaient être contenues. D'accord. Effectivement, on avait échangé à ce sujet. Aujourd'hui, à peu près tout le monde est équipé d'un smartphone sur lequel on a accès à notre banque en quelques clics, avec un système de double authentification pour la plupart. Et donc, la gestion des actifs, là je parle des capitaux évidemment, en termes de gestion de patrimoine, peut être faite depuis son téléphone. Quand on parle de gestion d'œuvres d'art, avec les mêmes types de fonctionnalités que je propose aujourd'hui, il y a eu un frein psychologique qui était, mais attendez, mais comment ça va se passer ? Qui aura accès à mes informations ? Donc il y a vraiment un travail pédagogique à apporter aussi auprès des collectionneurs et d'une certaine manière, réunir à la fois le monde traditionnel du marché de l'art et celui des nouvelles technologies. Donc on est plus pudique sur ces œuvres d'art que sur ces comptes bancaires, c'est ce que vous nous dites ? Absolument. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Un mot peut-être aussi, alors effectivement, quand on parlait de WITART, on parlait de valorisation des collections. Comment est-ce qu'on valorise une collection ? Alors en termes de marché de l'art, de manière classique, quand on parle de valorisation, généralement on parle de revente. D'accord. Ouais. Ce qui n'est pas mon cas. Et vous n'avez aucun œil d'expert, de conseiller en acquisition ou de revente ? Non, absolument. Ça, c'est un positionnement effectivement ferme que j'ai choisi. Je pourrais l'avoir, mais c'est pas dans mes objectifs. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la collection dans sa globalité et de pouvoir la valoriser principalement avec des prêts muséaux, quand c'est pertinent évidemment, ou effectivement avec l'obtention des certificats d'authenticité dont on parlait un peu plus tôt. Les prêts muséaux, ça veut dire que vous allez échanger avec les commissaires d'exposition pour permettre de prêter l'œuvre d'une collection que vous gérez ? Tout à fait. Au sein d'une exposition. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire sortir les œuvres de la maison, du storage, peu importe, en tout cas de son lieu de stockage, et de pouvoir effectivement faire circuler l'œuvre. On a un patrimoine privé extrêmement riche en France, à la fois effectivement en termes de pièces historiques qu'en termes de volume. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi diffuser, communiquer sur l'art différemment et amener les collectionneurs privés à ouvrir effectivement leur collection par le biais de prêts divers et variés. Parce que la stratégie derrière, c'est de faire connaître l'œuvre en question ou l'artiste finalement que le collectionneur aurait pu identifier un peu tôt par rapport au grand public, voir le collectionneur, ouais, qui sait, ouais. Alors ça peut être finalement les trois. D'accord, ok. Ouais, quitte à choisir, autant prendre les autant trois. Prendre, ouais. Exactement, il y a à la fois effectivement valoriser un artiste, valoriser une pièce dans l'œuvre de l'artiste et parfois effectivement aussi valoriser le collectionneur et l'ensemble donc de sa collection. Il est évident que même si ça n'a pas un impact direct, parce qu'on n'est pas dans le cas d'un achat-revente, pour une pièce d'un artiste qui aurait été exposée dans un musée
versus une pièce qui n'aurait pas été exposée d'une même série, évidemment, le prix de la revente serait différent. D'accord, le fait qu'elle ait pu être exposée, alors même que la cote va pouvoir dépendre de l'artiste aussi, mais le simple fait que l'œuvre ait été exposée, ça peut lui faire prendre de la valeur sur le long terme, mettons peut-être pas dès le lendemain, mais ça peut lui faire prendre de la valeur sur le long terme. Tout à fait, ça participe vraiment au pédigré de l'œuvre, tout simplement parce que la valeur d'une œuvre est évidemment établie en fonction de différents critères de rareté, de qualité, mais également en termes de circulation et de validation des acteurs du marché, que ce soit les acteurs du marché de l'art à proprement dit, que ce soit les musées, que ce soit les historiens de l'art. Il y a un faisceau d'acteurs qui vont valider effectivement la qualité d'une œuvre. Et une collection qui est bien gérée, est-ce que c'est forcément une collection qui va prendre de la valeur, qui va être plus facilement valorisée ? Alors, une collection qui est bien gérée, effectivement, prend de la valeur pour différentes raisons. La première étant, effectivement, qu'on a une base de données sur les actifs, là je parle en termes de capitaux, qui ont été mobilisés, évidemment. Et ça permet, effectivement, aussi, quand on a envie d'agrandir la collection ou quand on a envie d'acquérir d'autres pièces, de savoir à quel moment on va se séparer de telle ou telle pièce mineure dans la collection ou qui n'est pas cohérente avec le propos global de la collection pour pouvoir acquérir quelque chose de plus important éventuellement. Merci beaucoup Vanessa Vidot d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de WITART. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'incidence d'une expatriation sur la fiscalité de vos investissements immobiliers, qu'ils soient réalisés en France ou à l'étranger. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc à distance dans Smart Patrimoine. Vous êtes depuis l'Espagne puisque vous êtes directeur Equance en Espagne. Equance qui est un cabinet de gestion privée internationale. Vous allez nous expliquer comment gérer la fiscalité de ces investissements immobiliers lorsque l'on est soi-même expatrié. Alors il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure qu'on va essayer d'explorer ensemble, c'est celui où justement je suis expatrié, mais j'ai des biens immobiliers en France qui me génèrent des revenus. Comment dois-je les prendre en compte dans ma déclaration de revenus, Nicolas Seignol ? Alors effectivement, donc on est dans un thème qui est d'actualité puisque le 13 avril dernier a ouvert la campagne déclarative pour l'année 2022. Donc pour les non-résidents, elle a ouvert également et se clôturera le 25 mai. C'est la deadline pour réaliser sa déclaration quand on est non-résident auprès du centre des impôts de Noisy-le-Grand. Voilà. En ce qui concerne du coup les revenus en lien avec un investissement immobilier réalisé sur le sol français alors qu'on est soi-même plus résident fiscal français ou en tout cas plus résident français, est-ce que ça a une incidence particulière, Nicolas Seignol ? Alors oui, ça a une incidence et comment on va faire pour procéder à cette déclaration? Tout d'abord, on va regarder s'il existe ou pas une convention entre la France et son pays de résidence fiscale. Alors pas de panique parce que la France a signé énormément de conventions fiscales, à peu près 150 sur tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine dont on parlera ensuite. Mais il faut bien retenir que quand on parle de revenus immobiliers et qu'en présence d'une convention fiscale, très souvent, dans la quasi-totalité des cas, c'est la règle de situation de l'immeuble qui va définir la compétence territoriale d'un pays ou de l'autre, votre pays de résidence fiscale ou bien la France, pour venir taxer ses revenus. Donc quand le bien est en France, situé en France, que les revenus sont tirés du sol français et que vous êtes à l'étranger, la France va être compétente pour réclamer un impôt sur ces revenus-là. Donc on paye un impôt en France lorsque l'on est propriétaire d'un bien qui génère des revenus immobiliers, même si nous-mêmes on n'habite plus en France. C'est ce qui se passe dans la majeure partie des cas. Par contre, donc, il faut bien voir une chose, c'est que là on rentre dans un sujet un petit peu épineux, donc le sujet de la taxation donc, des revenus immobiliers, puisqu'on peut parler d'une fiscalité confiscatoire dès lors qu'on se réfère à des revenus de location nue, des revenus donc des revenus fonciers comme on les appelle, puisque en fait la fiscalité va être complètement différente, les taux de taxation que la fiscalité qu'on a l'habitude quand on est français et qu'on habite en France de payer sur des revenus immobiliers, on va avoir des taux régis par l'article 197A du CGI, ces taux vont être donc il faut raisonner en deux étapes, d'abord l'impôt sur le revenu et ensuite les prélèvements sociaux. Donc pour chaque euro généré en France, on va avoir une taxation
de 20% minimum. Donc, c'est vraiment dès le premier euro qu'on va payer 20% d'impôt sur ces revenus locatifs. Et ensuite, dès lors qu'on va on va augmenter ces revenus, qu'on va dépasser le seuil de 26 070 euros, ces 20% vont se transformer en 30%. Donc, on voit que c'est un barème avec 2 tranches et donc une légère progressivité. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Au sein de l'Union européenne. Voilà. Alors, maintenant, il faut parler bien évidemment de ce sujet épineux des prélèvements sociaux. Bien sûr. Et en distinguant le cas de personnes qui sont résidentes non résidentes, fiscales françaises, mais résidentes au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et la Suisse, et ceux parmi d'entre nous qui nous écoutent qui vivent en dehors de ces zones citées, par exemple le cas de l'Australie. Puisque pour un Français de l'Union européenne qui aurait donc des revenus immobiliers français, en plus de payer donc le taux de 20 ou 30% d'impôt sur le revenu, il va devoir payer un prélèvement de solidarité qui s'élève à 7,5%. Donc, on voit qu'on peut être soit à 27,5%, soit à 37,5%. Par contre, où le bas blesse, c'est quand on prend un exemple donc d'un Français qui vit en Australie, eh bien, lui, il continuera à payer ce que nous, on paye en France, disons, quand on est résident, les fameux prélèvements sociaux de 17,2%, en plus de son impôt sur le revenu. Donc, on arrive finalement à une fiscalité qu'on peut qualifier, je pense, de confiscatoire, puisque dans le pire des cas, on sera à 30% plus 17,2%. On atteint quasiment 50% d'imposition sur ces revenus fonciers de source française, et dès le premier euro. Mais ça veut dire, Nicolas Seignol, que lorsque l'on part vivre à l'étranger, il vaut mieux vendre ses investissements immobiliers en France, ou est-ce que là aussi on est taxé lorsqu'on réalise des plus-values immobilières sur le sol français? Alors, effectivement, que ce soit des revenus de location ou bien alors des plus-values, dès lors même si on va vivre à l'étranger, eh bien on va devoir, on sera redevable de refaire une déclaration, on sera redevable d'un impôt en France. Maintenant, le problème, c'est que les Français, en général, ont une appétence pour la pierre, pour l'investissement immobilier, et généralement, on aime bien investir dans son pays. Donc, quelque part, il faut trouver des solutions pour continuer d'investir et ne pas être pénalisé, ne pas se retrouver dans ce carcan fiscal qu'on vient de décrire. Donc, pour le cas des plus-values, par exemple, si vous voulez, la fiscalité est assez similaire que pour un résident. On aura un taux d'impôt sur le revenu de 19%, on bénéficiera des abattements pour durée de détention, d'accord, dès lors qu'on vend un bien qui est resté en France alors qu'on a déménagé à l'étranger. Voilà. Pour les résidents Union européenne, on sera sur 19% plus 7,5% de prélèvement de solidarité, comme pour les revenus. Par contre, pour les hors Union européenne, finalement, on va se retrouver sur un même schéma que pour un résident, les 19% plus la CSG-CRDS. Par contre, il faut souligner un point, c'est qu'il y a une exception que pas mal de nos compatriotes, je le vois ici en Espagne, quand on discute de ce sujet, ignorent, c'est qu'on a la possibilité, même si on a déménagé à l'étranger et qu'on a gardé un bien situé en France, eh bien, d'obtenir sous condition, il y a 2 conditions, une exonération de 150 000 euros sur la plus-value qu'on réaliserait sur ce bien qui est resté en France. Voilà. Les 2 conditions, je les donne pas pour rentrer volontairement trop dans la technique, mais elles sont faciles. Il suffit d'avoir résidé 2 ans en France et que la cession intervienne avant le 10e anniversaire de son départ à l'étranger. D'accord, donc une vente qui interviendrait effectivement lorsqu'on est déjà parti mais qu'on veut se séparer d'un bien immobilier. Un mot peut-être rapide quand même, effectivement, Nicolas Seignol, sur cette différence de traitement, finalement, qu'on soit résident en Union européenne ou hors de l'Union européenne, ça change beaucoup de choses quand même en matière de fiscalité. On le voit et ça a été un sujet brûlant, notamment en 2012 et en 2015. 2015, c'est l'arrêt de Reuters de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été repris par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, suite à la loi de finances rectificative de 2012 qui avait réassujetti, donc c'était, si ma mémoire est bonne, en août 2012, qui avait réassujetti les non-résidents aux prélèvements sociaux sur 2 catégories de revenus qui étaient donc les locations et les plus-values. Il y a eu tout un épisode judiciaire et maintenant on se retrouve sur une dualité finalement de traitement, comme on l'a vu précédemment. Ce qui change le plus, c'est cette question des prélèvements sociaux avec 7,5% à payer pour des unions européennes, des résidents non résidents hors Union européenne, et 17,2% pour les Français qui sont domiciliés en dehors de l'Union européenne. Donc il y a une vraie
différences de traitement, de discrimination sur ce sujet-là. C'est un point très sensible. Rapidement, Nicolas Seignol, quels conseils vous donneriez aux gens qui nous écoutent pour la gestion de ces investissements immobiliers lorsque l'on est non-résident fiscal français? Alors évidemment, ce ne sera pas pour cette déclaration de revenus-là, mais peut-être pour anticiper la suivante. On l'a vu, la catégorie finalement de revenus qui est pénalisante fiscalement, c'est le revenu foncier. Ce n'est pas forcément non plus une catégorie de revenus qui est intéressante quand on est résident en France. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais ce qu'on peut faire pour continuer d'investir dans l'immobilier sans être pénalisé fiscalement, on peut déjà, tout simplement privilégier le schéma de la location meublée, où grâce au jeu des amortissements, si on note pour une déclaration en réel, on va venir gommer le résultat taxable avec les amortissements qui viendront se déduire. Et si on a financé son acquisition par un emprunt, on peut se retrouver dans des cas où pendant 20 ans, finalement, on va être complètement libre de toute charge fiscale. Après, je voudrais parler d'un instrument que nous, on utilise beaucoup, dont on fait souvent l'apologie, parce que c'est la SCPI, puisque c'est un instrument qui est très versatile, qui nous permet de répondre à beaucoup de cas de figure. Mais prenons le cas de la SCPI, donc c'est un concept, je pense, qui est assez connu, mais c'est vrai que depuis 2012, on a vu apparaître certains gérants qui ont créé des SCPI dites internationales ou européennes. Et si on prend le cas de la SCPI, en opposant donc une SCPI française et une SCPI, disons, européenne, la SCPI française avec 100% de ses actifs en France et la SCPI européenne avec tous ses actifs à l'étranger, le traitement fiscal ne sera pas du tout le même. Sur une SCPI française, on va subir de plein fouet la fiscalité décrite précédemment. En revanche, sur une SCPI européenne, bien que la SCPI soit enregistrée en France, c'est une SCPI française, mais avec des biens à l'étranger, on va retenir comme règle de taxation uniquement la règle de localisation. Les biens n'étant pas en France, mais à l'étranger, il n'y aura aucune déclaration à effectuer en France dès lors qu'on est non-résident et aucun impôt à payer. Est-ce que ça vaut aussi, alors il nous reste 1 minute, Nicolas Seignol, mais si jamais je reviens en France et que j'ai réalisé ces investissements en SCPI international à l'étranger, par exemple? Alors oui, les avantages qu'on avait effectivement à l'expatriation, au moment de s'apatrier, vont toujours produire des effets très positifs sur sa déclaration, puisque, un exemple, au niveau de la CSG-CRDS, on restera sur du revenu foncier qui sera taxable. C'est un revenu étranger qu'on doit réintégrer dans sa déclaration. Par contre, comme c'est un revenu de l'étranger, on n'aura pas à payer de CSG-CRDS. Donc, on élude 17,2% de taxation sur son revenu. Et aussi pour l'IFI, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est la même règle pour l'IFI, c'est la règle de localisation. Donc, parler simplement de la loi LME 2018 promulguée sous Nicolas Sarkozy, qui stipule que quand on a passé 5 ans à l'étranger et qu'on revient en France, tous les investissements immobiliers qui ont été réalisés pendant cette période d'expatriation ne rentreront pas dans la base taxable de votre IFI pendant 5 ans. Donc si on rentre le 2 janvier, c'est plutôt conseillé si on peut s'organiser comme ça. Vu que l'IFI, on prend la situation au 1er janvier, eh bien, on peut avoir quasiment jusqu'à 6 ans d'exonération des biens qui ont été acquis à l'étranger dans sa base IFI. Merci beaucoup Nicolas Seignol. Moralité, si vous voulez rentrer en France, rentrez le 2 janvier, c'est ce qu'il faut retenir effectivement. Merci Nicolas Seignol en tout cas d'être intervenu dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur Equance, donc gestion privée internationale en Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.